Je vais rappeler un tout petit peu de contexte pour ce webinaire. Donc, comme je l'ai dit pour les derniers arrivants, on a organisé ça dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Pré-Incubateur qu'on mène avec l'École Vert, qui est donc une association qui essaie d'agir pour le changement d'échelle de l'agriculture urbaine. Donc, on a des fermes urbaines sur les territoires, mais également des programmes d'accompagnement tels que celui-ci. Et donc, dans le pré-incubateur, il y avait une vingtaine de personnes. On arrive à la fin, c'était entre septembre et décembre. Et on a essayé d'organiser des temps collectifs et des temps individuels pour essayer d'accompagner des personnes qui ont des projets professionnels en lien avec l'agriculture urbaine. Donc voilà, ça c'est un peu le dernier événement avant le bilan sur ces sujets-là. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir des témoignages de personnes qui sont passées par là. Et donc aujourd'hui, on a avec nous Grégory de Ma Salade à Toi qui va démarrer. Ensuite, il y aura Jean-Roch Bonin qui, je pense, nous rejoindra en cours de route, qui nous parlera de On s'aime tous et de la ressourcerie du cinéma. Et on a Lola Dubois de Slasher Cueilleur qui est là déjà et qui clôturera l'échange. Donc, comme j'ai essayé de vous le dire, je me suis trompée dans la communication. Ça terminera à 17h30 et non pas à 18h30. Tout va bien. C'est une demi-heure maximum par intervenant. Et voilà, donc chaque intervenant a une quinzaine de minutes pour présenter et ensuite on garde un temps de questions-réponses de 10 minutes à peu près par personne. Et à la fin, on aura un petit peu de rab peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir à la fin des interventions de chacun. N'hésitez pas à mettre votre caméra aussi, c'est cool de vous voir. Et puis voilà, Grégory, si tu veux démarrer, c'est quand tu veux. On t'entend. Merci beaucoup Claire. Merci au Col Vert de m'avoir invité pour ce témoignage. Alors juste je préviens parce que j'ai parfois des soucis avec Google Meet, donc si jamais ça coupe, je ferai tout pour me reconnecter le plus vite possible. Voilà, donc je me présente. Moi, je suis Grégory Shepard. Je suis fondateur de la société Ma Salade à Toi, donc Ma Salade à Toi avec un T. Et donc, l'idée, c'est de créer des fermes urbaines, alors en toiture ou pas d'air, mais principalement en toiture. En tout cas, des fermes urbaines donc dans la ville, en cœur de ville, avec pour idée de se baser vraiment sur la production de légumes, de mettre la production au centre de notre activité. Donc, pour faire court, on est installé sur une dalle en toiture à Noisy-le-Grand, donc en toiture d'un centre commercial dans le quartier du Mont-d'Est, sur un espace de 5000 mètres carrés. Donc, c'est une dalle en toiture, c'est important parce que c'est pas juste le toit du centre commercial, c'est une dalle qui est beaucoup plus large que juste là où nous on est. Il y a des gens qui circulent dessus, c'est un espace public. Il y a des gens qui habitent dans des immeubles qui sont sur la dalle, il y a des bureaux. Voilà, donc c'est un urbanisme de dalle assez intense, on va dire. Donc nous, on est situé là-dessus, donc sur 5000 mètres carrés, et on a démarré notre première saison de maraîchage en mars dernier. Alors, on n'a pas encore installé l'ensemble du site en culture maraîchère. On est à l'heure actuelle sur la moitié à peu près un peu moins de la moitié de ce qu'on va y mettre en espace de culture. Et l'idée de ce projet, c'est non seulement donc d'avoir un espace de maraîchage productif, mais également de pouvoir transformer les produits et de les transformer avec l'idée que ce soit quelque chose d'assez simple et directement accessible au public. Donc nous, ce qu'on propose, ça va être des repas. Donc on va ouvrir au public au printemps prochain avec un espace d'accueil du public et un espace de restauration. Donc on a un restaurant sur le toit qui préparera des repas donc sains, durables et locaux et qui seront, on propose à tous les usagers du quartier, que ce soit les habitants, les salariés des nombreuses entreprises, les entreprises elles-mêmes, les usagers du centre commercial, les associations, institutions, etc.,
de se retrouver un peu autour de ce projet, de venir manger sur le toit et également de participer à notre programmation pédagogique, que ce soit des ateliers, des conférences, débats, des événements en tout genre, des team building, voilà. Et le dernier point, c'est qu'on va aussi réaliser des livraisons de repas aux entreprises du quartier principalement. Voilà, donc ça c'est une partie importante de notre plan de modèle économique. L'idée étant que si on arrive à, plutôt que vendre une salade, prendre la salade et en faire plusieurs repas, on va réussir à créer de la valeur et à conserver la valeur qui sera créée. Et donc, à partir de là, avoir une ferme urbaine qui sera viable dans le temps, pérenne et solide sur ses deux pieds avec un modèle économique qui fonctionne. Et ce modèle économique-là, on le voulait vraiment autour de la production. Donc, je vous ai parlé des team building, des ateliers, etc. Pour nous, c'est quelque chose qui restera si on arrive à réaliser le business plan qu'on s'est donné, qui restera minoritaire avec vraiment cet objectif de rester sur cette production et transformation des produits. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc on a terminé la première saison de maraîchage. Il y a toujours des cultures qui sont en terre, mais on peut plus ou moins dire qu'on a terminé la première saison de maraîchage. On est assez content parce que au total, on a produit 2 tonnes de légumes, donc sur un espace utile de 650 mètres carrés environ. Alors, sur les 5000 mètres carrés que je vous ai dit au début, il y a 500 mètres carrés qui seront dédiés à un espace d'accueil du public. Donc, ça nous laisse 4500 mètres carrés d'espace de production. Sur ces 4500 mètres carrés-là, on va avoir 2000 mètres carrés d'espace planté. Donc, si on enlève tous les cheminements, tous les espaces qui sont liés à les évacuations d'air du centre commercial, les sorties de secours, etc. Donc, il y a pas mal de contraintes à respecter. Donc, sur ces 2000 mètres carrés qu'on va planter, il y en aura environ 400 qui seront dédiés à des espaces plus de biodiversité, en tout cas de plantes vivaces, avec des petits fruitiers, ce genre de choses, des aromatiques. Et ça nous laisse 1600 mètres carrés vraiment d'espace planté pour la culture maraîchère à proprement parler. Donc là, jusqu'à maintenant, on a cultivé environ 700 mètres carrés et on a sorti 2 tonnes de légumes. Donc on est assez content. On est sur un substrat qui est très riche au démarrage, puisque c'est des substrats qui sont faits spécifiquement pour la toiture, hein, avec beaucoup de matière organique. Donc, à nous de préserver ce substrat, de l'amender pour qu'il reste bien productif. Mais en tout cas, c'est vraiment une réussite pour nous cette première saison. Donc, pourquoi aussi on n'a pas aujourd'hui installé l'ensemble des espaces de culture? Parce que on a des travaux d'aménagement pour construire le pavillon d'accueil, le pavillon restauration. Et donc, on ne peut pas aménager l'ensemble du site à l'heure actuelle, puisqu'il y a des ouvriers qui passent aujourd'hui et qui ont besoin de stocker, etc. Donc, on a préservé des zones comme ça et on installera l'ensemble du site en culture pendant l'hiver et au printemps. Donc, ouverture prévue au printemps prochain. Je m'arrête un peu là-dessus, mais je voudrais reprendre un peu en arrière sur la genèse du projet et comment on en est arrivé jusque-là. Donc, au départ, il y avait une idée, celle que je vous ai exposée, de la production et transformation avec un restaurant. Après, il a fallu trouver un site. Donc, j'ai répondu à un premier appel à projet à Saint-Ouen pour lequel je n'ai pas été retenu. Et ensuite, le deuxième appel à projet auquel j'ai répondu, c'était Noisy-le-Grand. La ville cherchait un projet qui ressemblait au nôtre. Nous, on cherchait un site qui ressemblait à celui-là. Donc, finalement, on est bien tombé. On a été donc désigné lauréat. Ça, c'était en avril 2022. On a mis plus d'1 an pour signer la convention avec la ville. Je vous l'ai dit, hein, c'est un espace public, donc on est sur le toit du centre commercial, mais comme il y a des gens qui rentrent chez eux, ça reste un espace public, donc c'est avec la ville qu'on signe une convention. On a signé une convention de 18 ans, et ensuite la ville a dû mettre en œuvre des travaux de viabilisation du site, notamment la rénovation de l'ensemble de l'étanchéité
sur les 5000 m² pour qu'on puisse irriguer tranquillement sans avoir de problème d'infiltration dans le centre commercial, qui était déjà le cas sur le site avant qu'on arrive. Donc, ces travaux nous ont menés jusqu'en novembre 2024. Et à partir de là, on a pu, nous, installer nos zones de culture pour démarrer en mars 2025. Pendant tout ce temps, il a fallu monter le projet, donc que ce soit au niveau des financements, recherche de financement, que ce soit au niveau technique également, sur également la création des équipes, le recrutement, etc. Donc là-dessus, moi, j'ai pour philosophie de jamais rester seul et de toujours essayer d'être accompagné dans mes avancées. Donc, j'ai réalisé plusieurs on va dire, programmes d'accompagnement. Il y a eu, par exemple, France Active, émergence de France Active. Et très vite, comme au début du montage du projet, je travaillais également avec l'École Vert, suite à mon diplôme à l'École du Breuil. On a travaillé notamment à la création d'un incubateur. Et donc, très vite est venue l'idée de participer à l'incubateur d'École Vert. Et donc, ça a été quand même très important puisque pour un projet comme celui-là, on a besoin d'être mis en lien avec des experts, des acteurs divers et variés. On a besoin de voir comment on peut trouver des financements qui nous correspondent. Voilà, moi j'ai également trouvé mon associé à travers le programme d'incubateur d'École Vert, puisque la personne qui a suivi, qui était accompagnatrice mentor du projet, est devenue mon associé, Margolise Duval, que vous avez peut-être connu d'ailleurs à travers le préincubateur. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes et petit à petit, en avançant, en se faisant accompagner par l'École Vert, par d'autres accompagnements, on construit le projet, on se rend compte que voilà, il y a telle ou telle chose qu'on n'avait pas imaginé. À chaque fois, j'ai essayé de trouver des accompagnements qui étaient sur des thématiques un peu spécifiques. Donc l'École Vert, évidemment, c'était sur l'agriculture urbaine. Comme vous le savez, il y a quand même des spécificités assez importantes sur l'agriculture urbaine. Mais nous, on avait aussi notre activité qui était celle de la restauration. Donc, on s'est aussi fait accompagner par une structure qui s'appelle Baluchon, l'incubateur Baluchon que vous connaissez peut-être sur la restauration durable. Voilà, donc c'est des choses qui pour nous sont vraiment indispensables. Et aujourd'hui, moi, je mesure l'impact positif qu'ont eu tous ces accompagnements parce que je sais que, et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on ne sait jamais d'où ça va venir finalement. Tiens, on est mis en lien avec telle personne a telle idée qui correspond hyper bien à notre besoin. Et puis, il y a quelque chose qui vient à ce moment-là. Par exemple, je vais vous parler de France Active qui m'a mis en lien avec un programme qui s'appelle la revitalisation, qui a mené à une subvention importante. Donc voilà, c'est toujours des choses qui sont, moi je dirais, indispensables. Il faut penser à ses compétences, il faut penser à son réseau, il faut penser aux personnes qui peuvent avoir les bonnes idées et trouver les bonnes solutions avec nous. Enfin, en tout cas, nous aider à trouver les bonnes solutions. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de se faire accompagner. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là aussi. Donc voilà, après, c'est un chemin qui est pas simple. Notamment pour nous, on a des besoins de financement importants puisqu'on a des aménagements à réaliser qui sont assez importants. Donc on a été sur une recherche de financement très intense qui a duré plusieurs années et qu'on est en train seulement de boucler aujourd'hui avec le dernier partenaire avec lequel on devrait, j'espère, signer bientôt, qui est la Banque des Territoires. Pour info, on est sur un budget qui, au total, nous, on a besoin de 1,5 million d'euros pour installer notre espace. Et donc, on est allé chercher des subventions à la région, au département, à l'Union européenne et à l'ADEME. On est allé chercher des investisseurs citoyens également, que ce soit Garrigue, Sigal. On est allé chercher des partenaires dans l'agriculture urbaine aussi, une entreprise qui a créé la ferme urbaine Nature et Découverte qui s'appelle Clap France. Voilà, c'est aussi ça, s'entourer, c'est aussi aller chercher les bons partenaires, pas seulement au niveau de l'accompagnement, mais au niveau de la construction du plan de financement. Et ensuite, on est allé voir pour des prêts, que ce soit France Active, que ce soit le Crédit Coopératif et la Banque des Territoires. Évidemment, il y a également le réseau Entreprendre 93
dont je suis lauréat, qui me fait un prêt d'honneur qui est réinjecté ensuite dans la société. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée de la structure du plan de financement. Et puis, ben voilà, c'est effectivement pas simple, des moments de doute, parce que parfois, des demandes de subvention sont refusées, des prêts qu'on pensait acquis, finalement, on nous demande de revoir notre copie. Et voilà, je pense qu'il faut beaucoup de persévérance. L'agriculture urbaine, c'est un domaine où on rentre pas dans les cases. Les gens comprennent pas forcément bien, les structures même comprennent pas forcément bien ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Et c'est tout un travail de pédagogie également, de communication sur le projet. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup travaillé aussi, d'aller faire connaître le projet, d'aller rencontrer les différents partenaires, les différents acteurs. Et d'expliquer ce qu'on fait, voilà, de communiquer aussi un peu sur les réseaux pour que les gens puissent suivre le projet et comprendre un petit peu notre démarche. Et ça, c'est important aussi parce que ça amène à également des gens qui savent pourquoi on est là et qui peuvent nous faire beaucoup plus facilement confiance. Donc voilà, aujourd'hui, on est presque prêt. Les travaux sont en train de se faire sur le site. Et puis, on va pouvoir ouvrir normalement au mois de septembre avec l'accueil du public, avec la partie restauration. Donc voilà, je vous invite évidemment tous à venir nous rendre visite dès qu'on sera ouvert. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement. Je crois que j'ai été un peu long peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Grégory. Je crois qu'il y avait une question d'Alizé, mais je ne vois plus la main levée. Sinon, ouais, j'allais dire, sinon, par Oui, le site. ouais. Bonjour. Sinon, Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? oui. Ok, bonjour. Merci pour cette présentation, c'est très inspirant et ça donne de l'espoir et de la motivation de projets qui fonctionnent, même si ça prend du temps et c'est bien d'avoir toutes les étapes que vous avez traversées. Moi, j'avais plusieurs questions, mais rapidement, à la fois sur l'aspect technique, est-ce que vous avez fait appel à des personnes qui sont spécialistes sur la portance des toits, sur ce type de choses, pour voir aussi quel substrat, est-ce qu'il y a des bacs, est-ce que c'est en pleine terre, enfin, je crois que vous avez dit que c'était en pleine terre, voilà. Du coup, un peu sur cet aspect technique. Et après, sur l'aspect équipe, du coup, donc vous avez des personnes qui sont maraîchers, maraîchères, en fait, comment ça s'organise. Et enfin, sur le modèle économique, c'est intéressant d'avoir ce mix-là que vous avez détaillé. Mais du coup, par exemple, toute la production là, de votre première saison de maraîchage, vous l'avez transformée, mais pas encore utilisée vu que le restaurant n'a pas ouvert. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que du coup, toute la production est utilisée par le restaurant ou il y a d'autres circuits de distribution également? Voilà, c'est beaucoup de questions, désolée. Oui, ça fait un peu beaucoup de questions. Je veux bien que tu me rappelles la première déjà sur Sur la l'aspect technique. Ouais, c'est la technique. technique, Ouais. l'équipe et les débouchés. Alors, voilà, vous avez trouvé une photo super parce que j'étais en train de chercher en même temps. Alors ça, c'est quand même une vieille photo. Ouais. C'est avant l'installation du substrat. Je vais peut-être essayer d'en trouver une plus récente. Oui, alors sur la question de technique. Donc nous, on a deux types de substrats. On a une première couche, une sous-couche qui est plutôt minérale, qui s'appelle melting pot sur 25 cm, avec des coquilles de crustacés, des briques concassées. Ensuite, on a une deuxième. Alors ça, c'est sur l'ensemble du site. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un site avec substrat continu. C'est pas des bacs et c'est pas des colonnes hydroponiques. Voilà. Tiens, j'ai une photo là, je sais pas si. Ah oui, vas-y, j'enlève mon partage. Hop, alors, je vais l'ouvrir. Et Et on a donc sur les planches de culture, on a une deuxième couche de substrat qui est d'environ 20 cm. Et là, on est beaucoup plus organique. Et je vous vois en même temps, hein. Alors, 2 secondes. C'est plutôt du compost de biodéchets et des déchets de champignonnières. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est qu'on arrive à faire ressembler le site à un espace de maraîchage et pas juste quelque chose avec des bacs ou des colonies urbaniques. C'est pour ça qu'on a. Alors, ça marche pas. Ça ne marche pas.
C'est pour ça qu'on n'a pas choisi de mettre des bacs, on a voulu vraiment avoir des planches de culture. Ensuite, alors sur l'équipe, là, on a embauché une maraîchère. Donc, on a une maraîchère qui a plein temps, parce que moi, même si j'ai fait un diplôme de maraîchage, premièrement, j'ai pas l'expérience des 2 ou 3 saisons dans les pâtes qui pourraient me faire vraiment dire que je suis maraîcher. Et deuxièmement, j'ai beaucoup d'autres choses à faire sur le projet, donc j'ai pas le temps d'être tous les jours au jardin. Donc moi, je viens donner des coups de main quand il faut. Et après, donc sur l'équipe, on a une maraîchère, on prévoit une deuxième personne en maraîchage. Ensuite, on doit avoir 4 personnes pour la partie cuisine, puisqu'on prévoit environ 200 à 250 repas jour en pleine saison. Et ensuite, on a 2 personnes en gestion de projet et éventuellement en service en salle également. Voilà. Et ensuite, on a sur la partie, pardon, c'était quoi la dernière question? Modèle économique. C'était les débouchés, voilà. Oui, est-ce qu'il y a d'autres modes de Alors, nous, distribution? sur cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu en épicerie. On avait une épicerie au centre-ville de Noisy-le-Grand. On a aussi fait une collaboration avec les paysans urbains, qui, eux, donc dans Paris, qui, eux, ont un site, mais sans maraîchage. Donc, ils voulaient aussi vendre des légumes. Donc, on leur a livré des légumes. On avait un partenaire. Alors, nous, on a réalisé aussi des événements de restauration éphémères. Pendant lesquels on a utilisé nos propres légumes. On a fait la transformation aussi en bocaux avec, par exemple, des poireaux. On a fait soupe de poireaux, on a fait des chutneys de légumes, de tomates, on a fait des pickles de radis, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, on a aussi fait des dons. Donc, Resto du Cœur, Emmaüs, des associations locales, épiceries solidaires locales. Puisque vous savez tous, hein, en haute saison, on a plus on va dire de production que de demande. Donc voilà, c'était aussi un des objectifs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et désolé, j'ai pas réussi Non, mais en même merci temps à beaucoup. répondre et en même temps à ouvrir une photo. Oui. C'est moi qui ai vu, enfin, j'avais pas vu ton message, Grégory. Je suis désolée. Et tu voulais poser une question? Bonjour, Eric, Oui, allô. Les réponses ont été un peu répondues, là. C'était la question qu'elle fait avec la production, puisque justement, c'est décalé, là. Donc, Éric Chemin, là, on opère des fermes urbaines à Montréal depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai des intérêts particuliers. Mais est-ce que, malheureusement, je suis arrivé un peu en retard, là, mais au niveau des semis, vous avez des endroits pour partir vos semis, vos plants? Alors, pour l'instant, on a prévu de mettre une serre, mais compliqué, hein, compliqué, la serre, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue financier. Et on n'a pas réussi pour l'instant à trouver un prestataire qui pouvait nous rejoindre la technique et le financier de manière satisfaisante des deux côtés. Donc, pour l'instant, on a mis ça un peu en stand-by. On a un espace qui est prévu pour la serre, qui doit faire 680 mètres carrés, sur lequel la ville nous a installé des longues grines et des plots béton pour reprendre les charges. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui était important. Donc voilà, la reprise de structure est prête et à nous maintenant de trouver la bonne formule. Tiens, voilà, vous avez une première photo du site. Ça, c'est avant l'installation des planches. Et voilà, il se trouve qu'on a été également choisi, ça je ne vous l'ai pas mentionné, mais on a été également sélectionné pour exploiter une deuxième toiture, d'ailleurs en collaboration avec l'École Vert, qui se situe à 15 minutes de notre premier site à Champigny-sur-Marne. Et ce deuxième site-là sera livré avec une serre de 480 mètres carrés. Et une serre qui va nous permettre de produire nos propres plants à terme. Parce que déjà, pour l'instant, on n'est pas en capacité vraiment de le faire. Donc, on n'a pas la serre, mais même si on avait la serre aujourd'hui, ça serait un petit peu compliqué pour nous. On est vraiment en démarrage. Donc, c'est quelque chose qu'on fera petit à petit. Et donc, pour l'instant, on s'adresse à des pépiniéristes qui nous fournissent en plan. Et
Donc, c'est énorme, là, 400 quelques mètres de serre là, pour faire Ouais, des ouais, semis. ouais. Donc, vous avez prévu de l'éclairage parce que faire des semis, il va falloir des lumières, là. Alors, non, on n'a pas prévu d'éclairage dans la serre pour l'instant. Euh, Puis, mais c'est une question. ouais, Alors, la serre, en fait, elle n'est pas construite par nous. Donc, ouais. Mm. voilà, on va voir comment ils nous la livrent. Mais Mm. pour l'instant, il n'y a pas été question d'éclairage. Nous, on aimerait bien partir sans, hein, parce que pour des questions Ouais. voilà, Mm. environnementales Ouais. et du coup, on a peut-être, alors je sais pas, au Québec, il y a peut-être un peu moins de lumière. Non, non, donc c'est l'inverse. À Paris, il y a moins de lumière. Ah, il y a moins de lumière à Paris, Ouais, d'accord. nous, on est au niveau de Bordeaux. Il fait plus froid, par exemple. Et nous, c'est autre chose, ça. Mais D'accord. vous avez moins de lumière au niveau de l'éclairage, donc je pense que c'est Mais en une tout cas, réflexion. nous, on sera très preneur de retour Mm. d'expérience parce que là, pour Mm. le coup, sur la partie vraiment semi, on n'est pas encore, Mm. on n'a pas encore vraiment fait d'études là-dessus. Donc, si vous avez des retours d'expérience sur la partie Mm. semi, en toiture, en serre, nous, on sera très preneur. Ouais. Ouais, on pourra s'en parler. Puis, au niveau de la transformation, là, j'ai deux autres questions. Si tu me permets, Claire. Oui, mais Euh, dans 5 minutes, on se dit qu'on passe à… OK, c'est parfait. Voilà. Très rapidement, transformation, tu as parlé de Bocaux, mais est-ce que vous avez pensé à faire de la transformation de plus haute valeur, par exemple des sauces piment fort? Puis l'autre chose, c'est vous faites de la livraison. Là, j'entends, vous faites la livraison jusqu'à Paris. Est-ce que vous avez évalué les coûts, le coût de la livraison par rapport à la vente? Ouais. Alors, oui, Alors, pour l'instant, nous, on se concentre beaucoup sur la partie restaurant. Donc, on travaille avec un chef qui, voilà, là, on est en train justement de faire le plan culture. Donc, on travaille en collaboration avec lui à voir qu'est-ce qui serait intéressant, mais plutôt pour le restaurant. Donc, sur la conserve, pour l'instant, c'est plutôt pour absorber les productions qu'on n'aura pas réussi à écouler d'une autre manière. Donc, on ne va pas forcément décider de faire telle culture pour la production de bocaux. En revanche, oui, on a cette réflexion pour le restaurant. Et sur la livraison, alors moi, quand je parlais de livraison, là, sur Paris, c'était vraiment sur la première année, et c'est pas quelque chose qu'on a l'intention de continuer de manière vraiment sur le long terme. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des points de livraison déjà très regroupés, le plus regroupés possible et le plus proche possible de chez nous. Donc là, vous voyez sur la photo, il y a pas mal d'immeubles tout autour. On est entouré d'immeubles, notamment d'immeubles de bureaux. Et donc, c'est aux entreprises qu'on essaie de s'adresser avec les entreprises qui ont au moins une centaine de salariés pour pouvoir proposer des livraisons au maximum groupées et donc d'avoir le moins de points de livraison possible et le plus proche de notre site de production. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, Eric. Avec Merci à plaisir. toute l'émission. Grégory, peut-être un tout petit mot sur ce que tu faisais avant. Oui, alors ben, moi avant, je faisais du journalisme et du documentaire. Donc voilà, j'étais dans l'audiovisuel et j'ai pas mal voyagé grâce à ça. Et j'ai aussi travaillé sur des thématiques, alors pas seulement, j'ai travaillé sur beaucoup de choses différentes, mais j'ai travaillé sur des thématiques environnementales et agricoles par le passé. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour moi de me retrouver sur ce projet aujourd'hui. Merci beaucoup. Si jamais d'autres personnes… Oh, Stéphane, pardon, je viens de voir qu'il y a Stéphane Bicci qui attend depuis tout à l'heure. Non, non, non. Je suis désolée. Si, si, en fait, Ah, pardon. vous m'entendez bien? C'est moi, pardon. Ah oui, il y a deux Vous m'entendez Stéphane, bien? désolée. Bah, Est-ce il que y a vous Stéphane m'entendez bien? Bicci qui attendait depuis tout à l'heure. Oui, oui, on vous entend. On Oui. vous entend. Et en fait, je voulais juste savoir, parce que j'avais commencé à suivre une formation justement de l'agriculture urbaine. Moi, je suis du monde de l'ESS, et il me semblait que c'était avec des business plans assez difficilement rentables et viables en autonomie comme ça, tout seul. Et je voulais savoir si vous pouviez apporter quelques précisions sur le business plan, sur la viabilité économique du projet. Si tu peux le faire Oui, en une minute, sinon… en deux En mots. une minute, hein, Non, mais alors, oui.
Oui, c'est la grande question. C'est le postulat de base, en fait, pour nous, de dire, on vend une salade. Alors, je caricature dans ce que je vais vous dire, mais l'idée est un peu ça. C'est-à-dire qu'on vend une salade 1 euro, on ne sera jamais rentable. On prend la salade, on la coupe en 4 et on fait 4 repas avec cette salade. Là, on est possiblement viable économiquement. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Nous, on cherche le moyen et on cherche le moyen de, en même temps, avoir cette viabilité, rentabilité économique et en même temps avoir un impact social et environnemental. Donc, nous, on est une structure commerciale, une SAS, mais on est agréé ESUS, donc entreprise solidaire à utilité sociale. Et donc, c'est vraiment cet enjeu qui va être fondamental pour nous. C'est pour ça qu'on s'adresse aux entreprises pour la livraison de repas. Puisque c'est là qu'on peut aller capter, on va essayer de capter la valeur là où elle est finalement. Et donc les entreprises, elles, ont des moyens. Donc voilà. Et l'idée étant, par exemple, de dire, voilà, on aimerait rendre accessible, alors, on a des prix le plus accessibles possible, mais qui restent quand même des prix d'un restaurant. Donc on va dire entre 15 et 18 euros le ticket moyen pour venir manger le midi. Mais on aimerait bien rendre nos repas accessibles à des gens qui n'ont pas forcément un budget pour manger à ce prix-là le midi. Et donc, solliciter les entreprises qui seraient nos partenaires, qui seraient nos clientes en disant, on veut créer un programme de repas à tarif solidaire. Donc, si nous, on vous livre 10 repas, est-ce que vous êtes d'accord pour en payer un 11e, par exemple, et qu'on puisse utiliser ce repas avec un tarif extrêmement réduit pour les gens qui vivent dans les quartiers prioritaires qui sont juste à proximité du site, puisqu'il y en a 3. Donc voilà, et c'est vraiment cette idée entre la viabilité économique du projet et l'impact qu'on arrivera à avoir et comment trouver la bonne combinaison. Merci beaucoup. Il y a Lola qui demande si le prix libre est envisagé. Et Stéphane, si ça ne te dérange pas, tu auras l'occasion certainement de pouvoir poser une question à Grégory par la suite. Il faudrait qu'on enchaîne sur Jean Roch. Ok. Je recontacterai. Oui. Merci beaucoup. Je vous donnerai le contact de Grégory. Vous avez mon mail là dans le chat. Voilà. Merci. On pourrait, c'est vrai que c'est court, une demi-heure pour discuter de ça. Il y aurait 1000 et une questions à poser. Mais merci beaucoup, Grégory. C'était super intéressant. Avec plaisir. Merci Claire. Et puis voilà, peut-être qu'on aura d'autres occasions de faire des interventions par la suite. Mais donc, on va pouvoir passer à la deuxième personne. Jean-Roch, je pense que tu es avec nous. Je vais arrêter de partager mon écran sur ma salle. Oui, je suis avec vous. Bonjour à tout le monde. Merci. Et voilà, donc c'est la présentation de Jean-Roch maintenant. Alors, moi c'est pareil, j'ai rien à vous amener. Là, j'étais un peu pris sur le vif. Très très occupé sur plein de projets et donc je vais vous parler de mon parcours un peu sur la création d'un projet de ferme urbaine qui est en train d'avancer très très vite maintenant, puisque ça fait 5 ans que ça existe, 6 ans que ça existe. Et de là, je suis allé sur d'autres projets, une ressourcerie du cinéma qui est en rappel à mon ancien métier. Et là, je suis en train de travailler sur un dernier projet, toujours dans la continuité de la ressourcerie, une plateforme pour essayer d'utiliser plus facilement les matériaux de réemploi et de seconde main dans la culture. Donc, comment j'ai démarré ce projet de ferme urbaine? C'est un accident de vie qui m'a mis le pied à l'étrier de tout ça, puisque je ne pouvais plus faire mon métier. Et donc, je suis retourné vers des choses qui avaient du sens pour moi. J'ai vécu à la montagne avant de vivre à Paris, parce que ce projet est à Paris, à Montreuil, à limite Montreuil et Bagnolet, dans une cité, au cœur d'une cité, à côté d'un parc, mais le projet est vraiment dans le cœur d'une cité. Et suite à cet accident, en fait, j'ai un peu adapté j'ai mis en exercice la permaculture et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui a du sens? Comment je pourrais agir pour améliorer les choses qu'il y a autour de chez moi? Et il y avait un gros projet en rue, c'est donc Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il y avait un gros projet de rénovation urbaine dans le quartier. Et quand on est allé aux réunions de concertation avec d'autres habitants, on s'est aperçu que le projet n'était pas à la hauteur des enjeux de demain et surtout de maintenant au niveau écologique
et qu'il était très, très minéral par rapport à au végétal qui avait besoin de revenir dans le quartier. Donc, on a monté une association via la mairie de Montreuil qui donne accès à des zones publiques en fait un peu délaissées et qui a créé donc ça c'est un soutien de la mairie qui a créé un système qui s'appelle Montreuil et votre jardin, et vous pouvez comme ça accéder à des zones non utilisées et les habitants peuvent en faire soit un lieu de jardinage, soit un lieu en tout cas lié au jardin, lié à la culture. Donc on est rentré par ce biais-là sur ce site. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être… Donc, moi, toujours dans l'esprit permaculture, parce qu'en même temps qu'on faisait ça, j'étais en train de me reformer à la permaculture, j'étais en train de chercher qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui serait intéressant pour moi dans ma reconversion. Et donc, dans cet esprit-là, on s'est aperçu qu'il y avait des projets de ferme urbaine qui se montaient de plus en plus, que c'était quelque chose qui prenait de l'essor de plus en plus. Donc, avec le parc juste à côté, je me suis dit, on pourrait peut-être essayer de réfléchir à un projet qui aurait du sens dans ce quartier. Donc, on a créé l'association On s'aime tous. Donc, si vous voulez beaucoup d'informations, je vous invite à aller sur le site On s'aime tous du verbe semer. Là, vous allez pouvoir voir des photos et toutes les activités que l'on développe. On a donc créé cette association et on a commencé à faire des activités autour du jardin, autour du vivant. Et on a commencé à proposer aux gens du quartier de faire du jardinage, des ateliers avec les écoles aux alentours, des ateliers avec le centre pédagogique, donc les enfants, une reconnexion quelque part avec le vivant en créant un jardin pédagogique et où ils pouvaient venir avec le centre social faire des activités de jardinage et de plantation. Ça a été le début. Après, on s'est aperçu que le jardinage, ce n'était pas le vecteur le plus, on va dire, le plus porteur dans le quartier où on était, parce qu'on est un quartier en pleine cité, et que les gens, il y a des jardins, je veux dire des jardins familiaux où certains vont, mais après, si on veut toucher un large public sur le vivant, les sensibiliser au vivant, les sensibiliser à revégétaliser leur quartier, ce n'était pas le meilleur porteur. On s'est aperçu que la nourriture était quelque chose qui portait bien. Donc, avec le jardin, on a commencé à faire des ateliers cuisine. Puis après, il a fallu qu'on trouve aussi des moyens d'avoir des recettes, puisque les subventions n'allaient pas durer ad vitam aeternam. Donc, on a eu quand même des subventions via l'ANRU et Quartier Fertile assez conséquentes. On a eu des subventions de la mairie. On est allé chercher des subventions de divers acteurs, Est Ensemble, la région. On a la chef de projet, Sausen, qui a pu suivre l'incubateur d'École Vert, la première session de l'incubateur d'École Vert, avec Grégory, d'ailleurs, ils étaient dans la même promotion. Et on a donc salarié 2 personnes. Moi, je reste président de l'association, mais on a quand même 2 salariés, un jardinier et Sausen, qui est notre chef de projet. Et puis, donc, comme ça, on est allé à tâtons, je vais dire. On est allé à tâtons en se disant quelles sont les attentes des gens, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter qui ferait que ça contenterait tout le monde et qu'on ait une vraie action positive dans le quartier et pour le vivant. Et donc, petit à petit, on a créé une serre de plants qu'on revend dans le quartier pour que les gens puissent… On fait même les gens peuvent venir avec leur jardinière qu'on prépare et qu'ils plantent eux-mêmes et qu'ils vont remettre sur leur balcon. Les plants servent aussi dans les ateliers avec les écoles. On fournit des associations de jardins avec les plants qu'on produit. Et on produit, l'année dernière, on a produit 8000 plants. Cette année, on est arrivé à 12 000 plants. On a une serre qui fait un peu plus de 100 mètres carrés, qu'on a agrandi, une serre tunnel qu'on a agrandi cette année. Tout ça marche avec un pôle de bénévoles, d'environ 5-6 bénévoles récurrents et qui sont là très fidèles.
Et puis, on a également, donc vu qu'on a une association à vocation sociale principalement, on s'est aperçu qu'il y avait une demande, après le Covid, il y avait une vraie précarité au niveau alimentaire et que souvent les gens mangeaient n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des légumes frais, des choses comme ça. Donc là, on s'est orienté vers un marché solidaire en récupérant les invendus de Rungis, vu que nous, on est sur un espace où l'agriculture est très compliqué. Faire de la culture est compliqué parce que les zones sont polluées, les terres sont polluées et qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour ça. Donc, on est allé récupérer les invendus de Rungis qu'on vend à 50 centimes du kilo au marché solidaire. Et ça marche très, très bien. On a environ 30 paniers toutes les semaines qui sont redistribués dans le quartier en moyenne. Et suite à cela, on a créé, puisqu'on avait monté une cantine pour faire des ateliers, une cuisine pour faire des ateliers, on avait l'idée de monter une cantine solidaire également en se servant des invendus de Rungis. Donc la cantine solidaire, elle a été ouverte cet été, en juin 2025. On pensait la fermer cet hiver, finalement on va continuer parce que les gens sont hyper contents du résultat et ils viennent, c'est pareil, il y a à peu près, on fait ça le vendredi midi, le samedi midi, donc 2 fois par semaine. Il y a à peu près entre 30 et 40 repas à chaque midi. Les gens sont hyper contents, c'est un lieu d'échange, comme le marché d'ailleurs, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre où les gens se retrouvent. Et donc, on continue cette cantine solidaire l'hiver. On ne devait pas la continuer parce qu'on n'a pas d'espace fermé. On a une cuisine qui est dans un container avec un auvent, mais l'espace est complètement ouvert. Donc l'hiver, c'est un peu froid pour manger à l'extérieur. Donc on a décidé de faire plat à emporter et ça marche très très bien. Les gens viennent chercher leur plat pour aller manger chez eux. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est en train de développer dans un espace qui n'est pas pérenne. Parce qu'on est en pleine restructuration du quartier et donc on est dans un espace temporaire, mais on a la mairie qui nous a assuré qu'on aurait un espace dédié dans le projet urbain pour la ferme urbaine, mais à échelle, à vision de 3, 4 ans. C'était il y a 4 ans. Maintenant, on a eu une dernière réunion il n'y a pas longtemps qui nous dit dans 4, 5 ans peut-être, parce que le guide a changé, le guide urbain a changé, donc on va faire d'autres choses, ça va être modifié, ça va être transformé. Donc, c'est vraiment un travail de résilience, on va dire, quelque part, où il faut continuer d'avancer dans les projets, parce que c'est hyper important pour les habitants qui maintenant ont pris l'habitude que l'association soit là. Les écoles ont pris l'habitude de faire des ateliers tous les ans avec les élèves. On s'est petit à petit implanté dans le quartier et on est devenu un espace un peu incontournable. Et donc, c'est hyper important de continuer nos activités parce que comme ça, les gens, ça met en évidence que c'est nécessaire. Et en même temps, il faut continuer de négocier avec la mairie, avec les aménageurs, pour leur faire comprendre l'importance de ce projet dans le quartier et tout ça, parce que souvent, c'est très compliqué de pouvoir matcher tout le monde et matcher les deux dans le projet. Donc voilà, nous, c'est un tout autre projet que celui de Grégory, même s'il y a des synergies. Par exemple, sur la culture en serre, on pourrait lui donner des conseils, parce que maintenant, ça fait 3 ans que nous, on fait des cultures en serre non chauffées, et on commence nos plans en mi-janvier à peu près, et on commence les premières ventes au mois d'avril, donc ça, pour une serre qui n'est pas chauffée, on arrive à faire une belle production de plants en région parisienne, donc sans mettre de lumière non plus pour forcer les plants. Donc on commence à avoir un peu d'expérience là-dessus, c'est intéressant, et voilà, c'est un peu les grandes lignes du projet. Après, ce projet, on va dire qu'il est viable, on arrive à 50% de recettes sur le budget total de l'association. On a un pôle, donc je vous ai dit, de 4-5 bénévoles, on va dire presque à temps plein, enfin, qui sont très réguliers. Et on a 2 salariés sur l'association. Il faut qu'on trouve encore 50% de subventions, mais l'idée, c'est de chercher sans cesse, sachant qu'on est vraiment dans un projet complètement social.
Donc, c'est très compliqué à la fois d'amener des repas à 3 euros, un repas entrée, plat, dessert à 3 euros, et en même temps de créer des recettes. Donc, c'est un équilibre à avoir. Le repas, on fait un repas solidaire à 3 euros, 3, 6, 9, et les gens donnent ce qu'ils veulent, ceux qui peuvent donnent plus. Voilà un peu les grandes lignes du projet pour la ferme urbaine. Après, moi, je pars sur d'autres choses dans mon évolution de reconversion, parce que c'est un peu peut-être le sujet pour certains. Je suis retourné vers mon premier métier. Donc, moi, j'ai travaillé dans le cinéma pendant 25 ans. J'étais accessoiriste. Et donc, je connais bien la déco, je connais bien tout ça. Et avant ça, j'ai vécu à la montagne. Mon père est horticulteur, donc je connais aussi la terre, le vivant. Moi, je pense qu'il faut vraiment créer des synergies avec tout l'ensemble. Les matériaux qu'on collecte avec la ressourcerie, ben, ils nous ont servi à construire la serre en bois, la première serre en bois de culture. Celle-ci, voilà, on l'a construite avec que des matériaux de récup, donc complètement recyclés. Voilà, moi j'essaye de créer des synergies dans les domaines où j'ai des compétences en fait, et puis j'avance comme ça en essayant d'aller petit à petit vers une histoire de me recréer parce que pour l'instant je suis pas du tout salarié, mais à terme de pouvoir être salarié et de vivre de ce que j'ai mis en place, donc avec la ressourcerie et avec la plateforme qui sera l'ultime projet de tout ça. Donc là, vous voyez un peu les photos du projet. Ça, alors tout ce qu'on a construit, en fait, on l'a construit en pensant, en réfléchissant qu'on devait déménager dans quelques temps parce que tout va être complètement retransformé dans le quartier. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de tout. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Bah, je crois que merci beaucoup et je crois que Rebecca a levé la main. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. J'avais une question surtout concernant les invendus que vous avez réussi à récupérer. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de comment vous êtes organisé pour mettre en place cette action, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, on va à Rungis tous les mercredis soirs, pendant la nuit de mercredi à jeudi. On va sur Rungis où il y a déjà d'autres gens qui collectent pour des associations à Rungis. Donc, il y a un peu, Rungis, c'est le grand marché de gros en région parisienne. C'est même le plus gros marché de gros européen. Et on va directement chez les marchands qui ont l'habitude maintenant de voir ça s'est beaucoup mis en place au moment du Covid et puis ça a continué après derrière. Je pense que ça se faisait déjà un petit peu avant, mais un peu moins. Et ça s'est beaucoup mis en place après. Surtout qu'à Rungis, de plus en plus, ils sont un peu obligés de trouver des flux de sortie pour toutes les denrées qui sont en limite, qui ne peuvent plus être vendues auprès dans les magasins et qui sont encore consommables, mais qui serait dommage de jeter. Donc, même eux, au niveau de leur traçabilité, ils ont un peu des comptes à rendre de plus en plus sur qu'est-ce qu'ils font, des choses comme ça qui sont un peu limites. Donc, ils sont très contents d'avoir ces associations qui passent récupérer tous ces invendus. Et donc, ça, on le fait avec des bénévoles. Il y a souvent Ahmed, le jardinier, qui va donc on y va en camion. On a un camion. Au début, on partageait un camion avec une autre association de Montreuil. Et puis maintenant, on a notre propre véhicule et donc on va récupérer ces invendus. Dans la nuit, il faut les récupérer à partir de 3 heures du matin jusqu'à 9-10 heures le matin. On revient sur le site. Sur le site, on fait un tri avec d'autres bénévoles qui sont là. On fait le tri des aliments. Notre cuisinière profite, là vous voyez Ahmed en photo, notre jardinier, et la cuisinière, elle profite de récupérer les choses dont elle a besoin pour la cantine, et puis le reste est donc redistribué auprès des habitants. Ça, c'est le container cantine, et donc c'est le haut-vent où l'on fait les repas. Et voilà, ça c'est la cantine, la cuisine. Pas le container cantine, je mélange à chaque fois, c'est le container cuisine. Et ça, c'est la cuisine. Et puis, donc, c'est là qu'on fait les repas
chaque vendredi et samedi midi. Et donc, la cuisinière récupère ce dont elle a besoin pour faire les repas. Souvent, c'est des plats végétariens. On fait couscous une fois par mois. Et sinon, c'est végétarien tout le temps. Et puis voilà. Donc, en fait, on a très peu de gaspillage, puisque soit on refait avec la cuisine, soit on donne aux habitants, enfin, on donne aux habitants via le marché solidaire. Et puis, ce qui est vraiment abîmé, qu'une fois quand on a trié, ce qui est vraiment abîmé, ça part en déchets végétaux pour du compost et refaire du compost. Ok. Évidemment, des bacs à compost. Juste pour Oui. Donc, juste pour préciser un tout petit peu ma question, du coup, tout ce qui est d'un point de vue gestion, c'est fait de manière informelle, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'attestation. Il y a des attestations auprès des grossistes sur Rungis qui nous, Ok. en fait, ils ont besoin qu'on ait, ils ont besoin d'avoir les statuts de l'association, plus le siret de l'association. Ok. Pour eux pouvoir remplir, et nous on leur signe souvent une attestation pour quoi ils nous ont donné tant de marchandises, et eux après ils s'en servent de leur côté pour justifier. Oui, pour justifier. Ok. Ouais. Et vous, pour la revente de l'autre côté, vous aviez quelque chose aussi à faire ou pas spécialement? Non, nous on a rien à faire, parce qu'en fait, comme on est sur un modèle associatif, tous les gens qui bénéficient des repas sont des membres de Ok. fait de l'association en fait. Ok. Et on n'est Très bien. on n'est pas encore dans un modèle commercial avec la TVA et tout ça. Peut-être si nos activités grossissent, évoluent, on sera peut-être obligé d'être assujetti à la TVA. C'est par se passer un certain chiffre d'affaires, ça devient obligatoire. Je crois que c'est au-delà de 80 000, il me semble. Et mais voilà, pour l'instant, on n'atteint pas ce chiffre d'affaires, donc on n'est pas assujetti. Après, là, on est dans une période où à la fois, par exemple, il y a une fondation qui voulait nous aider, mais il trouve que notre chiffre d'affaires est un peu trop élevé pour intervenir et nous aider. Donc, on se retrouve dans une situation un peu compliquée au milieu, où il va falloir prendre des décisions. Ou est-ce qu'on développe plus le commercial et donc on crée de l'activité encore pour développer le commercial? Est-ce qu'on se contente de fonctionner avec les subventions? C'est un peu voilà, chaque fois il faut se reposer la question, il faut réfléchir en fonction de l'évolution du projet, vers où on va exactement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Roch. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions sur le projet, ou peut-être il nous reste 3-4 minutes là sur… Après, vous pourrez aller voir, vous allez sur onsaime-tous.com, donc vous verrez vraiment tout ce qu'on fait. Et après, moi j'ai la ressourcerie du cinéma.com. Pareil, c'est un peu le deuxième projet que j'ai monté, donc c'est vraiment axé sur le réemploi, la économie circulaire, réemploi des matériaux. Et puis là, duacto.com, qui est la plateforme qui vient d'être lancée, où là, on est sur un modèle juridique SAS avec agrément ESUS, puisque c'est dans le cadre de l'économie circulaire. Et puis, on va faire travailler des gens de retour à l'emploi et choses comme ça. Donc, c'est toujours dans un… Très et puis, bien. pour avoir un cadre aussi ESS. Et actuellement, du coup, tu disais que tu n'avais pas de salaire avec On s'aime tous. Oui, ni avec les autres. Ni avec les autres. Donc, comment est-ce… Ben, en fait, moi, suite à mon accident, j'ai une pension d'invalidité, en fait. Et je vis sur ma pension d'invalidité. Okay. Et je profite de cette situation, quelque part, pour monter des projets. Et peut-être, je suis vraiment sur une vision sur le long terme. Et je mets en place des choses qui, à moyen long terme, pourront être source de revenus par la suite. D'accord. Complémentaires. Mais après, c'est très compliqué. Il y a une chose que je voulais souligner, en fait, quand on démarre des projets comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup, parce que je suis allé dans beaucoup d'incubateurs, j'ai suivi pas mal d'incubateurs et différentes formations. Et ce que je reproche des fois sur certains incubateurs, c'est de promettre un peu des merveilles
et j'ai rencontré des gens qui lâchaient tout du jour au lendemain pour partir sur un projet qu'ils tenaient à cœur, qu'ils avaient envie de monter absolument, et tout ça, ils étaient sûrs que ça allait marcher. Et ils pensaient qu'en un an de mise en disponibilité ou un an de chômage, derrière, ça allait tout exploser. Et souvent, ça demande beaucoup plus de temps. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Ou alors après, dans le projet que vous montez, il faut penser à vous rémunérer assez rapidement quand vous n'avez pas d'autre choix, parce que voilà, il faut faire bouillir un marmite. Donc, c'est vraiment les projets entrepreneuriat comme ça, surtout le SS, qui est encore pas démocratisé comme on aimerait que ça le soit. C'est compliqué de mettre en place des choses et il faut bien avoir ça à l'esprit que ça prend souvent beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Oui, merci. Et c'est aussi, ça fera, alors, Alizé, si tu voudrais poser une question, mais ça fera une bonne transition aussi avec ce que propose Slasher Coyer sur la double activité, qui peut être aussi une option pour ne pas avoir à tout quitter. Aussi. Mais oui, dans tous les cas, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir les retours de personnes qui sont passées par là pour justement voir que ça prend du temps et qu'il faut être patient et pas et se sécuriser surtout sa situation au maximum. C'est ça. Alizé, est-ce que tu as une question assez rapide? Après, il faudrait qu'on enchaîne sur Slasher Cueilleur, mais oui, rapidement, dans le projet, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même des cultures. En tout cas, il y a une personne qui est salariée en tant que jardinier, mais du coup, c'est des cultures de production de légumes qui sont faits avec les habitants ou c'est juste la personne salariée qui gère ça? En fait, les cultures principales, c'est les productions de plants. Ça prend un gros temps déjà. Et après, les autres cultures, c'est des cultures hors sol parce qu'on a énormément de problèmes de pollution de sol. Et donc, ce sont plus des jardins pédagogiques. On a une pépinière aussi, on fait beaucoup de plants, enfin de boutures. Mais tout le reste, c'est plus du jardin pédagogique que de la production de légumes. Il y a une grosse diaspora chinoise dans le quartier. Donc, il y a des gens qui, eux, ont récupéré des espaces et ils font leur propre jardin. Mais on leur a dit que les sols étaient pollués, ils s'en moquent. Voilà, ils le font en connaissance de cause. Mais nous, en tant qu'association, on ne peut pas se permettre de produire des choses que l'on mettrait à la consommation, sachant qu'il y a des risques de pollution. Merci beaucoup. Si c'est bon pour tout le monde, merci Jean-Roch et on peut passer à la troisième intervenante. Et pareil, Jean-Roch, si tu l'acceptes, on donnera les sites internet évidemment. Oui, voilà, ouais. Vous pouvez vous rapprocher de nous. On vous accueille avec plaisir quand vous voulez. Merci beaucoup. Eh bien, c'est au tour de Lola pour terminer tes retours avec la demi-heure. Trop bien. Merci Claire. Merci à vous deux pour vos interventions. C'était hyper inspirant. Donc moi, je viens de vous parler ici de double activité ou pluriactivité à vocation agricole. L'idée, c'est d'avoir une activité agricole en parallèle d'une activité autre, qu'elle soit artisanale, tertiaire, commerciale, enfin, voilà. En gros, le projet, il est né en fin 2023, début 2024. On se rendait compte qu'il y avait plein de personnes qui voulaient transitionner, plein de personnes qui étaient en quête de sens et qui avaient envie de se bouger. Et qui se rendaient compte que face que la mission qui leur était demandée en tant que futurs agriculteurs était possiblement un peu trop importante pour eux, ou en tout cas dans un premier temps. Et donc, nous, par exemple, quand on s'est lancé, on était 3. Moi, j'étais ouvrière agricole à temps plein. Julien, lui, il était cidriculteur et il savait que ça allait lui prendre 20% de son année. Il avait besoin donc de trouver une autre activité à côté. Nicolas, lui, il réfléchissait à faire un diplôme agricole, un BPREA en élevage, mais il ne se sentait pas de laisser de côté son activité, les études qu'il avait faites en tant qu'ingénieur mécanique. Et donc, les 3 cumulés, on s'est dit, OK, on ne doit pas être les seuls à se poser ces questions-là, d'avoir envie d'hybrider un peu notre quotidien, d'avoir un pied à la campagne, un pied dans les champs et un pied sous le bureau.
Et c'est là qu'on a découvert donc la pluriactivité. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait 25% des personnes qui étaient installées qui étaient pluriactives. Donc on a commencé à faire un appel du pied sur LinkedIn aux personnes qui s'étaient lancées et qui avaient passé le pas. Et de là, en fait, on a eu plein de réponses, plein de profils hyper variés, de personnes qui s'organisaient de manière hybride, soit à la journée, avec une éleveuse de poules le matin, rédactrice web l'après-midi, soit à la semaine, une journaliste scientifique qui rédigeait des piges, ça lui prenait genre 10% de son année, le reste du temps, elle avait son activité de plantes aromatiques et médicinales. Ou encore un vigneron qui se libérait du temps de travail dans son cabinet de conseil à raison de 2 mois par an pour aller aider sur les périodes de pic d'activité dans les vignes, à savoir la taille et les vendanges. Et donc, ces profils atypiques, ça nous a donné envie de mettre en avant ces gens-là pour inspirer d'autres personnes à se lancer et pour montrer qu'il y a d'autres voies que l'installation agricole. En fait, beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans le monde agricole, en fait, on leur dit trop bien, lance-toi, tu peux devenir entrepreneur. Et possiblement, c'est pas ce que les personnes ont envie de faire tout de suite. Et donc, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il y avait d'autres manières de se lancer, possiblement par le salariat ou possiblement par une installation, mais sur une plus petite surface, peut-être en espace test, peut-être en étant incubé dans une ferme pour pouvoir monter son projet en douceur et pouvoir par la suite décider si on décide de faire un travail à temps plein en agricole ou pas. Donc ça permettait un petit peu de s'assurer une transition plus en douceur, un peu de dérisquer le lancement, possiblement de limiter aussi les investissements au début d'un lancement de projet agricole. Et voilà. Et donc on a mis en avant ces profils-là. On a donc un média qui s'appelle /workbeer.fr. Ensuite, on a créé une formation pour accompagner celles et ceux qui se posent des questions sur leur double activité. Et donc on les aide à formuler un projet qui serait envisageable, pérenne, viable économiquement et surtout faisable dans le temps qu'ils ont de dispo avec leur projet tertiaire. Donc, il y a des personnes qui ont soit déjà passé un diplôme agricole et qui se disent en fait, j'ai pas envie de me lancer à temps plein et j'ai envie de réduire la voilure, soit des personnes qui n'ont pas encore mis les pieds dans les fermes et qui sont en train d'essayer de réfléchir à se libérer du temps de travail, donc négocier du temps partiel avec leur entreprise, ou possiblement essayer de savoir parler de son projet auprès de ses proches, parce que c'est un engagement assez dingue que de décider de changer de vie si radicalement. Et donc, il faut réussir à savoir en parler à son conjoint, sa conjointe, ses enfants, parce que ça va changer ses vacances, ça va changer vos week-ends. Enfin, il va y avoir il y a un investissement hyper important dans ce projet agricole. Et ensuite, on fait aussi des accompagnements personnalisés pour des personnes qui... on les fait par téléphone. Donc, on a le média, on a la formation. Et maintenant, le troisième pilier, c'est une mise en relation avec des fermes qui sont partenaires. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre en avant des offres pour que des personnes qui veulent se lancer à temps partiel puissent le faire. Donc, c'est soit des offres de salariat, à raison d'1, 2, 3 journées par semaine, ou des offres de saisonniers, où une personne peut se libérer du temps de travail sur une partie de l'année. Et ça peut très bien être saisonnier agricole en maraîchage, comme venir en renfort sur une structure en tant que d'un créciculteur. Et donc là, vous auriez plutôt une période de rush en hiver. Et donc, à voir en fonction de votre travail tertiaire, ce qui peut bien fonctionner, quoi. Et puis, on met également des offres de ce qu'on appelle de micro-associations, et donc qui permettent de développer votre projet agricole, mais sur une ferme existante. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de fermes qui sont sensibles à des projets agroécologiques, mais qui n'ont pas la bande passante pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Et donc, eux, ils sont déjà installés, ils ont déjà leur surface, ils ont possiblement quelques mètres carrés qu'ils n'utilisent pas. Et ils sont en recherche de diversification sur leur ferme, mais ils n'ont pas, eux, la bande passante et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir la charge mentale de ce projet-là. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on vous aide à co-rédiger une offre de micro-association, on la met sur nos réseaux, et puis comme ça, on inspire d'autres personnes à se lancer sur une petite période de l'année. Donc, de là, on a réussi à faire en sorte que une personne une agricultrice qui avait besoin de renfort et en packaging
et en gestion de son terrain. Donc, elle a trouvé une personne qui l'a aidé pendant une journée semaine, pendant toute une saison. Et donc ça, c'était assez chouette. On a mis en avant des offres de salariat agricole en dehors de Paris aussi. Enfin, on est un petit peu présent un peu partout en France. Voilà, à peu près tout. Donc, un média, une formation et des mises en relation avec des fermes. J'essaie de la faire courte, comme ça, vous pouvez me poser plein de questions si vous voulez. Merci beaucoup, Lola. Bah, comme elle a dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous en avez. Oui, Eric. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous mettez en relation des personnes pour travailler avec des agriculteurs et agricultrices? Oui. Et est-ce que c'est des gens qui viennent des salariés ou c'est de l'inter-entrepreneurial? Donc, est-ce que les gens sont amenés à développer leur propre entreprise en lien avec ça peut prendre vraiment différentes formes. Ça dépend des agriculteurs et agricultrices qu'on rencontre. Mais en gros, soit l'agriculteur a les possibilités d'embaucher, et donc il sait quels sont ses besoins, et donc il crée une offre d'emploi à temps partiel. Et donc, nous, on peut la relayer. Soit c'est une mise à disposition de terrain pour une personne qui se met en espace test ou pour une personne qui se met en entreprise individuelle et qui vient rejoindre l'exploitation. Il y a un bail ou un commodat qui est mis en place pour pouvoir mettre à disposition un bout de terrain. Et puis, la personne est responsable de son activité agricole au sein d'une structure existante. Donc, ça veut dire faire collectif à moitié, ça veut dire c'est s'engager dans un projet sans s'associer avec quelqu'un obligatoirement, ce qui limite aussi pas mal de questions et d'enjeux liés au collectif et au lancement de projets agricoles. Merci, tu as répondu à ma deuxième question. C'était est-ce que vous faites aussi du ménage sur les terrains? Je n'étais pas sûr dans ça. Tu viens de dire oui, ça peut être un agriculteur qui a 1000 mètres carrés qui met à disposition d'une autre personne. Et là, tu as parlé d'espace test, mais est-ce qu'il y a de l'accompagnement à la personne? Parce que l'espace test, sachant que c'est comme d'incubation, là. Alors, nous, non. Nous, tout ce qu'on fait, c'est on est en lien avec des SIAP ou des CAE, des structures qui, en France, et on ne le fait pas en Belgique, mais on a déjà filmé ou interviewé pas mal de personnes en Belgique ou en Suisse. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie juste de mettre en relation avec les structures qui sont déjà existantes et qui peuvent accompagner. C'est pas notre métier. Nous, tout ce qu'on veut, c'est inspirer les gens à se lancer parce qu'on sait qu'on a besoin de 450 000 à 1 million, les chiffres ils varient, mais on a besoin de renforts dans les champs dans tous les cas. Et si ça peut se faire à temps partiel, allez-y. Enfin, merci. Nous, on a une partie, on s'appelle un incubateur de nanoferme, là, puis c'est justement, on a pris en disant, on va travailler avec les agriculteurs qui ont de l'espace. Au lieu de partir un nouveau site et compagnie, c'est carrément sur le site d'un agriculteur. Puis les gens peuvent avoir 10 mètres jusqu'à 1000 mètres, ou même des fois plus. Julien, par exemple, lorsqu'il s'est lancé en cidriculture, il savait qu'il allait faire très peu de bouteilles. Il savait que ça n'allait pas être l'activité qui serait rémunératrice dans son année et qu'il avait une autre rentrée d'argent possible avec son travail dans le tertiaire. Sauf qu'il voulait faire les choses bien et donc il a réussi à se faire incuber par les personnes chez qui il était en stage. Et donc, il a eu accès à des cuves de qualité, à une étiqueteuse parfaite, à des conseils d'agriculteurs déjà installés. Ce qui fait qu'en fait, ça a simplifié son installation aussi et sa réflexion et son lancement de projet. Et ce qui permet donc d'éviter plein d'écueils de personnes qui se lancent toutes seules, la tête la première, sans... Et les échecs qu'on connaît, quoi. Il y a un tiers des projets qui s'arrêtent au bout de 3 ans. C'est que clairement, soit il y a des enjeux humains, soit il y a des enjeux de commercialisation, soit il y a des enjeux de réflexion du projet au départ et de réflexion du temps que ça va te prendre, quoi. Et donc là, c'est vrai que pouvoir se tester dans une ferme existante, ça peut permettre de, tout en montant son projet à soi, parce que c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous motive et tout, c'est plutôt chouette, quoi. Merci Eric et Lola. Stéphane, tu veux poser une question? Alors bonjour. C'est pas tellement une question en fait, c'était une suggestion. C'est-à-dire que moi j'ai un voisin là, qui sait
sait que je suis en reconversion professionnelle en alimentation durable et l'agriculture urbaine et dans l'eau. Et en fait, il m'a fait part d'un de ses projets. Je ne sais pas si tu connais l'association ICAR. En fait, justement, c'est le contraire, quoi. C'est des salariés qui ont envie, une journée par semaine, de faire autre chose, une mission, un boulot qui donne du sens à leur vie, puis se sortir un peu de leur enfermement et voilà, de travail. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est qu'ils soient, sur une journée par semaine, ils soient payés au SMIC et que, si j'ai bien compris, l'agriculteur ou l'agricultrice qui l'embauche paierait que 30%. Et le reste, ça serait l'entreprise d'origine. C'est Voilà. ça. Donc, C'est 15% qui sont payés par 15% qui sont payés par l'agriculteur et 85% par l'entreprise. Et c'est des super amis, amis. C'est des bonnes connexions qu'on a. Ils parlent de polyactivité et on adore. Voilà, c'est ça. C'est vraiment chouette. Si vous voulez voir la différence exacte entre nos deux structures, on a écrit un post à ce sujet, puisque souvent c'est une question quand même qu'on nous pose, c'est quoi la différence entre slasher-cueilleur et les ateliers ICAR. Et ateliers ICAR, ils sont plus tournés vers entreprise. Genre, on fait bouger l'entreprise et ses salariés. Nous, c'est plus les particuliers et on les aide à faire bouger leurs entreprises. Enfin, c'est un peu plus, c'est un peu l'inverse. Voilà. Bah, ça vient en complémentarité. Donc, je n'ai pas besoin de te présenter mon voisin, alors tu vas le connaître. Bah, je veux bien. Si, ouais. Bon, bah, ok, je vous mettrai en relation. C'est super intéressant. Moi, je ne savais pas que ça existait, par exemple. C'est super. Ah, moi non plus. Il m'a envoyé, je pense qu'il a envoyé son dossier il y a 2 jours. Là. Super, c'est bien de faire ça. Et aussi bien que slasher-cueilleur. Et moi, j'avais une question, s'il n'y a personne d'autre qui a de questions, je crois qu'il a levé la main. Je me demandais s'il y avait, c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui fassent vos formations ou vos accompagnements et qui en fait s'associent entre eux, peut-être pour se partager le temps de travail. Alors, pour l'instant, on n'a pas de retour particulier. On a on a accompagné plein de personnes à distance, mais les personnes qu'on a formées sur 2 jours, on a eu qu'une quarantaine. Et la formation, elle a qu'1 an. Donc, j'ai pas encore de retour comme ça. Je sais qu'il y a des échanges qui se font entre les différents membres. Je sais que l'un de mes exercices préférés, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'ils aimeraient s'installer, où est-ce qu'ils aimeraient travailler entre eux. Et donc, dès qu'il y en a qui sont vers l'Essonne, clairement, ils vont se reparler après, quoi. Et j'invite souvent les personnes que je rencontre et avec lesquelles j'échange à essayer de répondre à des offres en commun. Enfin, si vous voyez une offre de salariat à temps plein et que vous êtes 2, essayez, quoi. Proposez votre offre à 2 sur un salariat. Vous savez que vous allez tenir 2 jours et demi par semaine, vous aurez plein d'énergie, tandis que la personne qui va faire 5 jours, elle va être sur les rotules. Enfin, vous trouvez plein d'arguments possibles pour pouvoir essayer de trouver d'avoir ces offres. Si vous n'avez pas le temps de dispo, je veux dire, et si vous avez besoin d'une autre rentrée d'argent pour des enjeux perso, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être la cible pour les personnes qui sont dans leur pré-incubateur, notamment qui sont dans ce moment un peu critique là de savoir s'il faut se lancer, s'il ne faut pas se lancer. L'alternative, ça pourrait aussi être ça si la bonne opportunité se présente. Et encore une fois, si personne d'autre n'a de questions, je me demandais je ne crois pas que tu en as parlé, mais toi, du coup, tu as dit que tu étais agricultrice au début. Moi, au départ, au tout départ, je travaillais dans la communication et la transition écologique. Après, j'accompagnais des gens au quotidien sur leur transition écologique et après, je me suis dit, c'est à mon tour de bouger. J'ai donc passé un BPREA à Dubreuil, comme Grégory.
de là, en voyant les enjeux agricoles, je me suis dit, en fait, non, c'est le monde rural qui m'intéresse et j'ai besoin de faire bouger les lignes en zone rurale. En tout cas, c'était ce qui, moi, me portait à ce moment-là. Et donc, je suis passée de Paris à un village de 200 habitants et la transition, elle a été très, très forte et intense. Et après, j'ai découvert Slasher-Cueilleur. À ce moment-là, j'ai monté un projet en espace test avec une amie où le projet était envisagé pour qu'on soit toutes les deux à temps partiel sur une ferme d'1 hectare. Et on savait qu'on allait s'organiser de telle manière à pouvoir se passer l'information quand on est deux à temps partiel et que c'est pas simple. On savait que ce qu'on avait connu comme ferme auparavant, on n'allait pas pouvoir le reproduire parce qu'on passerait moins de temps. Et donc, il fallait aussi être à l'aise avec ça. Mais au final, c'est les mêmes enjeux qu'une personne qui va travailler sur trois toits différents pendant la semaine. Enfin, il va laisser d'une manière ou d'une autre son projet à un moment. Enfin, voilà. Et une fois après, je suis tombée enceinte, j'ai déménagé, je vis maintenant en Bretagne et maintenant, j'ai un projet de fleurs coupées à temps partiel en Bretagne sur une ferme existante. Voilà. Ok. Voilà où j'en suis. À temps partiel, c'est à combien de pourcents, tu dis? Eh bien, l'organisation ça va être testé l'année prochaine. Mon objectif, c'est de travailler 2 jours par semaine sur Slasher-Cueilleur. Je ne sais pas encore si ça va être des matinées ou 2 jours complets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir besoin de 2 journées fixes pour pouvoir être beaucoup plus au clair sur ma partie agricole. Ce qui est génial, c'est que je suis à 4 minutes en voiture de la ferme. Et donc, ça veut dire que s'il y a la moindre intempérie, le moindre problème sur l'exploitation, je peux y courir et laisser Slasher-Cueilleur sans problème. Très bien, ok. Super. C'est génial. Bon, je ne sais pas si d'autres personnes ont des remarques ou des questions. Il y a un commentaire. Licence en informatique, développeur et passionné d'agriculture. Il ne faut pas hésiter à contacter. Enfin, je ne sais pas, du coup, si on peut te contacter, Lola, si on peut vous contacter sur le site, comment, si tu veux dire. Vous pouvez sans aucun souci nous écrire sur le site Slasher-Cueilleur à l'adresse contact@slasher-cueilleur.fr. Les dates des formations à venir sont en ligne sur le site. Les formations sont gratuites pour les Parisiens et Parisiennes. Et s'il y a un problème pour pouvoir payer la formation, on peut en discuter. Elle est gratuite, cette formation, puisqu'elle a été subventionnée par Paris Fertile et c'est pour ça qu'elle a pu être... c'est pas pour les Parisiens qu'elle est gratuite, c'est juste parce qu'on a une subvention. Voilà, et puis sinon, suivez nos opportunités. Enfin, si vous cherchez un travail à temps partiel, rendez-vous aussi sur notre site, vous verrez des opportunités agricoles. Ok, super. Mais pour l'instant, du coup, vous êtes qu'en France. C'est Youdouna dit qu'il est au Sénégal à Dakar, mais du coup, ça fait un peu loin. Pour l'instant, on est effectivement qu'en France, même si on a clairement un pied aussi en Belgique et en Suisse, mais clairement pas au Sénégal ensuite. Mais après, s'il y a besoin de partager des infos sur le temps partiel, je le peux. On est très friand de diffuser le plus d'infos possible à qui a des questions. Donc, super. Plaisir. Génial. Ok, merci beaucoup. Si quelqu'un a quoi que ce soit à ajouter ou une autre question, on a encore un peu de temps. Sinon, on peut aussi s'arrêter là et finir la journée là-dessus. Si personne n'a rien d'autre à dire, alors on arrête. Mais merci à tous. Pour rappel, donc, là, le webinaire il était organisé dans le cadre du pré-incubateur, qui est un programme qui va avoir sa fin 4 mois de septembre à décembre, et on aura le bilan en début janvier. C'est pas sûr que ce soit réitéré parce que c'était financé par un programme qui voit sa fin à la fin de l'année, mais on essaie d'imaginer peut-être de créer des témoignages, des webinaires de la sorte. C'était un test en quelque sorte là cette fois-ci, et ça, en vérité, ça nous demande peu d'énergie à moi, l'organisatrice. C'est surtout de trouver les personnes qui veulent témoigner, mais voilà, si jamais, on pourrait essayer d'en refaire.
Et Jean-Roch, tu voulais dire un mot? Tu as levé la main? Ou c'était… Non, c'est une fausse manip, désolé. Ok. Mais bravo encore à vous tous, et c'était chouette. Merci à toi. Merci à tout le monde et à tous les participants. Et bien, voilà, je vous enverrai certainement un petit compte rendu avec les contacts de chacun. Mais merci à tous et à toutes. Et à Merci. bientôt pour certains. Au revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Merci pour l'organisation. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.